Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition de la 4e saison des figures marquantes de notre histoire. 4e saison qui était consacrée au siècle des Patriotes, au 19e siècle donc. Et cette 4e saison, comme vous le savez, a dû être interrompue à cause de la COVID, reprise devant un public restreint. Et pour cette dernière édition de la 4e saison, eh bien, la salle est vide, mais vous êtes là chez vous via Facebook Live, ou vous êtes chez vous, donc, dans votre salon, grâce à la captation de ma TV. On vous remercie donc d'être là. Alors ce soir, il sera question d'un curé mythique de notre 19e siècle québécois, Antoine Labelle. Antoine Labelle est né à Sainte-Rose en 1833 et est décédé à Saint-Jérôme, sa ville, en 1891. Curé Antoine Labelle a été surnommé de son vivant le roi du Nord. On lui a dressé un grand monument à Saint-Jérôme. On lui doit énormément. Le curé Labelle a eu ses premières fonctions de curé à la frontière américaine, d'abord tout près d'Huntington et ensuite à la Colle. Et c'est dans ces deux cures, dans ces deux paroisses, qu'il a pu observer un phénomène qui a beaucoup marqué ses contemporains, c'est-à-dire cette saignée démographique, cet exil des Canadiens français vers les États-Unis, qui s'installaient soit sur la côte est américaine, au Michigan ou un peu partout ailleurs, au sud. Et on sait qu'après quelques générations, la plupart d'entre eux étaient devenus de bons Américains parlant anglais. Donc cette saignée démographique l'a beaucoup impressionné, beaucoup intéressé aussi. Et lorsqu'il est nommé curé de Saint-Jérôme en 1867, il décide de faire de la colonisation son grand combat. Son grand combat. Alors, comment s'y prend-il pour attirer des colons dans les Laurentides, dans les pays d'en haut, comme on le dira souvent, ou dans la Gatineau? Comment s'y prendra-t-il pour stopper cette saignée démographique? Eh bien, en développant Saint-Jérôme, en faisant de cette ville une grande ville industrielle et moderne, en attirant des entreprises, par exemple la papetière Roland, il va aussi ouvrir des paroisses dans les Laurentides, dans les pays d'en haut, mais aussi dans la Gatineau. Il va aussi convaincre des investisseurs de mettre de l'argent dans le Petit Train du Nord, qui, en 1909, se rendra jusqu'à Mont-Laurier, et qui sera évidemment très important dans le développement de la région. Donc, ce personnage plus grand que nature, donc le curé Antoine Labelle, eh bien, il est devenu aussi mythique grâce à une série d'abord radiophonique, puis télévisée. Et cette série, elle a été écrite par Claude-Henri Grignon, le fils d'un certain Wilfrid Grignon, qui avait bien connu, qui avait même marqué le curé Labelle, et il y a eu une très belle relation entre eux. Donc, pour nous parler du curé Labelle historique, le vrai personnage qui a vraiment existé, qui a été très important au 19e siècle, au point de devenir sous-ministre à la colonisation d'Honoré Mercier en 1888, pour nous parler de ce personnage, mais aussi pour nous parler de la série qui en a fait une icône, une figure mythique dans la culture populaire québécoise au 20e siècle. Alors, nous avons invité un chercheur qui a étudié les deux, à la fois le personnage historique et à la fois la série. Donc, je vous prie d'accueillir le chercheur Luc Bertrand. Alors, M. Bertrand, on vous accueille cette fois-ci dans le silence, mais vous êtes le bienvenu. Prenez place. Alors, M. Bertrand, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc, vous êtes le premier qui sera interviewé, interrogé en Facebook Live. Donc, le public est absent de notre salle, mais peut-être plus nombreux à la maison. Donc, je ne sais pas si ça vous stresse davantage ou moins, mais c'est ça votre situation, c'est particulier. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation à la dernière minute, puisque je vous rappelle, c'était indiqué dans le programme que notre invité, à l'origine, était M. Pierre Grignon, le petit-neveu de Claude-Henri Grignon. Alors, M. Grignon a des problèmes de santé qui ne sont pas liés à la COVID et donc a dû nous faire faux bond. Mais donc, M. Bertrand a accepté gentiment de le remplacer à pied levé. Merci beaucoup, donc, d'avoir accepté. On a l'impression, pour vous avoir lu, vous avez publié sur le curé Labelle, mais vous avez publié plusieurs livres, vous avez publié aussi sur la série. On a l'impression que votre intérêt, que votre passion pour le curé Labelle découle un peu de votre passion pour cette série mythique des belles histoires des pays d'en haut. Oui, tout à fait, parce que j'ai commencé à écouter les belles histoires alors que j'avais 8-9 ans.
Ah oui? On parle de 1968-69 et j'étais absolument passionné et fasciné par cette émission-là. Je l'ai toujours été d'ailleurs. Et c'est effectivement dans le cadre de cette émission-là que j'avais découvert le curé Labelle, sans savoir au début que le personnage avait véritablement existé. À un moment donné, mon père m'a éduqué un petit peu plus. Puis c'est un personnage que je trouve tout aussi fascinant que l'émission. Oui, bien, il est très attachant dans la série, Oui, je crois. Hein? Il est très attachant. C'est quelqu'un qui est vu comme proche du peuple. Oui, tout à fait, qui est très dévoué et qui est prêt à se faire mourir pour ses colons, comme ils les appellent. Oui, tout à fait. Et alors, il y a eu cette série, je ne sais pas c'est quoi le titre, de Radio-Canada, Les Pays d'en haut, je crois. Et là, on a Séraphin qui a été joué par Vincent Leclerc et on a le curé Labelle qui est interprété par Antoine Bertrand. Alors, évidemment, vous qui avez tant étudié la série originale de Claude-Henri Grignon, comment avez-vous trouvé l'interprétation d'Antoine Bertrand? Je peux difficilement vous répondre là-dessus parce que j'ai jamais écouté cette émission-là. Non? J'ai jamais écouté cette émission-là. Non. Alors, expliquez-nous pourquoi. Oh, c'est très simple. Pour moi, les Pays d'en haut ou les belles histoires, on appellera ça comme on voudra. Pour moi, c'est Claude-Henri Grignon, point final. Et d'ailleurs, j'avais vu à l'époque, en 2002, par exemple, le film de Binamé, je n'avais pas aimé du tout. Non. Donc, je n'ai pas écouté cette série-là. Je ne peux pas répondre à votre question. Oui, bon. Alors, moi, je l'ai écouté un peu. J'ai vu quelques épisodes. Et c'est vrai que c'est une interprétation très contemporaine du roman de Claude-Henri Grignon. Hein. On psychanalyse un peu Séraphin Poudrier. On remonte à son enfance. En tout cas, c'est assez particulier. Je serais très curieux de savoir ce qu'en aurait pensé Claude-Henri Grignon. Donc, parlons du curé Labelle, figure historique, le vrai curé Labelle. Parlez-nous de son milieu familial. Hein? Il naît à Sainte-Rose en 1833. Parlez-nous de ce milieu familial et de ce milieu géographique et tout. On sait très peu de choses des premières années de la vie du curé Labelle. On sait que sa mère s'appelait Angélique Maher. D'ailleurs, elle va vivre avec lui jusqu'au décès du curé. Son père était cordonnier à l'île Jésus. Il s'appelait Antoine, lui aussi. Et lui ici va suivre son fils dans ses différentes cures jusqu'au moment où il va décéder quelques années plus tard. On sait très peu de choses de l'enfance du curé Labelle. Mm-hmm. Alors, 1833, pour ceux qui ont suivi notre série et qui ont écouté tous nos épisodes, qui s'intéressent aussi un peu à notre histoire, ils savent que c'est quelques années seulement avant les fameux affrontements de 1837. Or, Sainte-Rose, son milieu d'origine, c'est pas loin d'un foyer important des patriotes. Est-ce que ça a pu marquer sa conscience? Probablement, oui, vous vous référez à la bataille de Saint-Eustache. Notamment, qui est tout près de Sainte-Rose. Ça a pu jouer sur... Ça a certainement exercé une influence, même si je ne me souviens pas d'avoir vu un texte qui l'affirmait de façon très, très ferme, mais ça a certainement joué une influence dans la pensée nationaliste du curé Labelle. Et c'est pas impensable de croire que ça s'est passé de cette façon-là, effectivement. Donc, le jeune curé Labelle, le jeune Antoine Labelle, il n'est pas né curé après tout, le jeune Antoine Labelle va faire ses études classiques. Oui. Alors, est-ce qu'il est repéré par un prêtre de son village? Parce que est-ce que son père a pu payer les frais de scolarité? Qu'est-ce qu'on sait? À quel collège va-t-il aller? D'abord, il va faire ses études primaires à l'école du village, à Sainte-Rose. Ensuite, son cours classique, ça va être au petit séminaire de Sainte-Thérèse. Et la dernière année de ses études, ça va être au grand séminaire de Montréal. Est-ce qu'il avait été aidé financièrement? Fort probablement qu'il l'a été. Ceci dit, ces années d'études-là vont être très importantes pour le développement de la pensée du curé. Entre autres, il va toujours s'intéresser aux questions philosophiques. Ah oui. Et c'est véritablement à Sainte-Thérèse qu'il va développer un intérêt pour cette sphère-là. Un penseur en particulier? Surtout des écrits de catholiques, forcément, d'écrivains catholiques du temps, oui, de penseurs, de philosophes. Est-ce qu'il va croiser des personnalités qui vont le suivre durant sa vie, dans ses études à Sainte-Thérèse ou au Collège de Montréal? Pas que je sache. Non. Hein? Pas que je sache, non. Donc, il a rencontré beaucoup de gens, mais il n'y a pas nécessairement des amitiés très durables. Sa vocation religieuse, est-ce que dans ce qu'on sait de sa vie, de sa biographie, est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé très tôt
ou est-ce qu'il y a eu peut-être des pressions familiales? C'est difficile à dire, mais à l'époque, dans chaque famille, on aimait bien avoir un curé. Oui. Oui, il y a ça qui a peut-être joué, mais je pense que la vocation de Labelle était tout à fait sincère et authentique. Et je pense pas qu'il a dû avoir nécessairement des pressions familiales pour suivre cette voie-là. Je pense qu'il a suivi sa voie et sa voie a mené à la soutane. Oui, en effet. En effet. Alors, justement, vous dites à la soutane, Monseigneur, enfin, je dis Monseigneur, il a été à la toute fin de sa vie Monseigneur, mais oui. on retient surtout l'idée du curé. Oui. C'est une forme de distinction qu'on lui a accordée tard dans sa vie. Vous savez, l'image qu'on a du curé canadien-français d'autrefois, c'est un homme austère, c'est un homme qui passe sa vie à faire la morale à tout le monde, austère, distant. C'est une image plutôt négative, mais en tout cas, ce que nous a raconté Claude-Henri Grignon dans sa série, ou dans ses romans, ou dans son roman, c'est pas du tout ça. Alors, parlez-nous de l'homme, parlez-nous de cet homme. Il a été un religieux, mais un religieux qui ne correspond pas, il me semble, aux clichés ou aux préjugés qu'on a des curés canadiens-français d'autrefois. Moi, d'après ce que j'ai vu, le curé Labelle était plutôt un curé progressiste, même si l'Église catholique était un peu plus conservatrice, surtout à cette époque-là. Oui. Par exemple, c'était quelqu'un qui détestait les blasphémateurs, comme n'importe quel curé, mais il était progressiste dans le sens que, je peux vous donner 2 exemples. À un moment donné, il va célébrer un mariage d'un trappeur et d'une autochtone qui vivaient en concubinage. Donc, célébrer le mariage de 2 personnes qui vivent dans ce contexte-là, à cette époque-là, c'était pas très, très banal. Une autre fois, il va célébrer un mariage, il manque un anneau, et tout simplement, il va dire, bien, je vais quand même célébrer le mariage, puis quand je reviendrai, je bénirai l'anneau. Ça peut paraître un détail relativement insignifiant, mais à cette époque-là, ces détails-là avaient de l'importance. Et Labelle était capable de se situer au-dessus de ça, puis de faire preuve de tolérance. Et de jugement. Le jugement, oui, le gros bon sens. C'est la qualité première, je pense, du curé Labelle, le gros bon sens, le jugement. Surtout dans un arrière-pays peu développé. Oui. J'imagine que ça aussi, on arrondit un peu plus les coins. Oui, forcément. Lorsque les gens sont dépourvus à peu près à tous les points de vue, on doit être capable de jauger un peu la situation pour leur prodiguer des enseignements. C'est le cas de le dire, on est accommodant. Oui, c'est ça. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Maintenant, je sais que vous ne l'avez peut-être pas vu, mais dans la dernière série, à un moment donné, on voit le curé Labelle se battre, se bagarrer un peu dans un bar, prendre un verre à la taverne. Parce que dans votre brochure sur le curé Labelle, vous dites que des fois, ça pouvait jouer serré avec certaines personnes. Est-ce qu'on peut l'imaginer, prendre un petit verre, oui. Festoyer avec des paroissiens ou avoir des rivalités? Ou... Bien, il pouvait se tirailler avec des amis physiquement, même lorsqu'il portait même la curé. soutane. Oui, même curé, oui. Tout à fait. Prendre un verre, certainement. D'ailleurs, le curé Labelle fréquentait l'auberge d'un monsieur qui s'appelait Médard Grignon, qui avait une auberge tout près du parc où se trouve aujourd'hui le monument du curé Labelle. Et Médard Grignon était le grand-père de Claude-Henri Grignon. Son auberge se trouvait là et aujourd'hui, il y a un musée du gouvernement du Québec qui est là. Et donc, oui, aller prendre un verre à l'auberge, le curé Labelle, oui. Ceci dit, se battre de la façon dont vous le décrivez, j'ai pas vu ça. C'était un peu surprenant. À un moment donné, il se tiraille, on le voit ça. Je trouvais ça un peu fort de café, moi aussi, là, mais bon. C'est intéressant, vous me disiez, pour l'alcool, puisque on sait que les années 1840-50, il y a une période de très grande valorisation de la tempérance. Donc, ça veut dire qu'on en était un peu revenu peut-être de cette période-là à l'époque du curé Labelle. Alors, parlons de ses premières cures. Parce qu'on a l'impression que ça a été vraiment déterminant par rapport à son combat. Hein? La première paroisse où il est affecté, c'est Huntington. Ensuite, ce sera à la Colle. Mais là, il découvre ce phénomène dont j'ai rapidement parlé, évoqué à l'introduction, ce phénomène de l'exil, de l'immigration des Canadiens français. Peut-être nous donner d'abord un portrait
de la situation? En 1850 et 1890, il y a eu 580 000 Canadiens français qui ont émigré aux États-Unis. C'est considérable pour une province qui avait même pas 1,5 million de population. Donc, c'est une véritable saignée nationale, comme va le mentionner le curé Labelle. Vous avez raison de souligner ces deux cures-là qui sont importantes, Saint-Antoine-Abbé et Saint-Bernard-de-la-Colle, parce que ce sont deux paroisses qui sont frontalières. Ah oui. Et à ce moment-là, il y a un va-et-vient forcément qui se passe à la frontière et le curé était particulièrement bien placé pour s'apercevoir qu'il y avait des Canadiens français qui s'en allaient aux États-Unis. Il le savait sûrement d'avance parce que c'était pas un phénomène qui s'est manifesté du jour au lendemain, mais c'était pour lui une saignée nationale. Comme je le disais, c'était quelque chose d'important. Et je crois personnellement qu'avant même de se retrouver à Saint-Jérôme en 1868, qu'il y avait déjà l'idée que la colonisation pouvait être un moyen permettant d'enrayer ce flot des migrations-là vers les voisins du Sud. Vous dites que quand il est, je crois, à la Colle ou à Huntington, je ne me souviens plus, mais à la Colle, je crois, il va organiser une défense du Canada ou du pays, le Canada qui vient tout juste d'être fondé en 1867, le Canada d'aujourd'hui, comme fédération, et qui va organiser une défense contre des rebelles irlandais. Racontez-nous un peu. Oui, il s'agit des Fenians. En fait, il a organisé la défense de sa paroisse à Saint-Bernard-de-la-Colle. C'est que les Fenians étaient des Irlandais, des rebelles irlandais qui étaient aux États-Unis et qui militaient et se battaient pour l'indépendance de l'Irlande et voulaient poursuivre en territoire canadien la lutte de ce mouvement-là. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu, à un moment donné, quelques raids, mais très peu au niveau du Québec. Il y en a eu davantage au Nouveau-Brunswick et au Manitoba. Je crois qu'il y a des Fenians qui se sont trouvés dans le comté de Brome-Missisquoi 48 heures, ils sont tournés aux États-Unis. Il y a une coupe d'escarmouches, mais pas à Saint-Bernard-de-la-Colle. Mais il avait organisé la défense, ce qui montre le rôle de leader du curé Labelle, qui pouvait... il y avait un leadership. Il pouvait l'exercer dans les différentes sphères. Oui, c'était impressionnant. Ça, lui. Oui, c'est ça, j'ai appris ça récemment. J'ai trouvé ça impressionnant et étonnant, mais en même temps, ça montre qu'il s'investissait pour sa communauté. Hein? Effectivement. Mais les Fenians n'ont pas été à Saint-Bernard. Non, finalement, mais c'est pas grave. Il y a eu plus de peur que de mal, mais quand même, son activisme, hein, le fait de se mobiliser, en dit long sur lui. Donc, il est nommé à la cure de Saint-Jérôme, 67-68, donc 68. Et là, parlez-nous de ce milieu. Il arrive où au juste? Saint-Jérôme, c'est quoi en 1868? C'est une municipalité qui a même pas 1000 habitants, mais qui a davantage de services, qui est beaucoup plus développé que ce qu'il a connu dans ses 4 cures, ou plutôt les 4 paroisses où il a agi comme prêtre au début de sa carrière. Le curé Labelle, durant les années où Labelle va être curé de Saint-Jérôme, de 1868 à 1891, la ville, qui n'avait pas véritablement un caractère industriel très, très développé à ce moment-là, va se développer, comme vous l'avez souligné dans votre introduction tout à l'heure, va se développer considérablement sur le plan industriel, entre autres parce qu'en 1881, il y aura l'installation de la papeterie Roland, la manufacture, et ça s'est fait beaucoup sous la férule du curé Labelle qui a fait véritablement des pressions pour qu'une usine aussi importante s'installe dans la région, c'est-à-dire à Saint-Jérôme même, pour en faire profiter un peu. Il faisait du démarchage industriel, comme on dirait dans notre jargon d'aujourd'hui. Bien, le curé Labelle, c'est un lobbyiste. C'est ça. Il faut le voir comme ça. Le mot n'existait pas, mais il a peut-être été le premier lobbyiste canadien-français, je ne sais pas. Mais on peut le voir de cette façon-là. Vous dites que c'est probablement la plus grosse cure dans laquelle il débarque, hein, par rapport aux plus petites paroisses où il était affecté avant. Et vous dites qu'il a à sa disposition un gros presbytère, pas un monastère, un presbytère, et il aménage avec sa mère. Oui. Sa mère, donc, parce que son père est déjà décédé. Oui.
Et sa mère, on sent qu'il appelait sa maman. Sa maman. Sa maman. Sa maman. C'est une femme qui a beaucoup compté pour lui. Oui, il en a toujours été très près. Puis c'est un homme qui était, d'après moi, excessivement sensible, mais qui pouvait aussi avoir piquer des crises de rage, puis taper du poing, puis il était très imposant. 6 pieds, 300 livres. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de personnes aussi bedonnantes. Et je pense qu'il donnait à sa mère énormément de tendresse et d'affection. C'était son côté, d'après moi, hypersensible, qui se manifestait de cette façon-là. Il manifestait aussi en sympathisant avec les colons qu'il envoyait sur les terres. Oui, et puis malheureusement, elle va lui survivre donc de quelques mois. Hein. Il va mourir avant quelques mois elle. À peine, oui. Ça devait être très douloureux pour elle, cette perte. Donc, le curé Labelle, arrivons à son œuvre. Hein. On l'a surnommé le roi du Nord. Est-ce qu'on l'a surnommé le roi du Nord de son vivant? Je crois que oui. On l'a surnommé de cette façon-là après le début de sa cure à Saint-Jérôme, effectivement. Donc, c'est ça. Donc, il arrive à Saint-Jérôme et là... est-ce qu'il y a eu un déclic? Comment se serait passé le déclic pour se dire, bien, ici, là, il va y avoir du monde, on va attirer des colons? Comment ça s'est passé pour qu'ils se mettent à avoir cette espèce de vision d'un pays du Nord, d'un pays d'en haut, qui allait pouvoir se développer? C'est une excellente question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que le déclic s'était fait en partie lorsqu'il était à Saint-Bernard-de-la-Colle puis qu'il a vu le mouvement d'émigration. À Saint-Jérôme, il est en pleine nature. On n'est plus du tout à Saint-Bernard-de-la-Colle, sur la rive sud, à la frontière américaine. Le curé Labelle aimait certainement la nature, ainsi de suite, mais je ne pense pas que c'était ça qui a fait déclencher sa vocation de missionnaire colonisateur, comme il s'appelait lui-même. Entre 1873 et 1885, Labelle va faire 29 voyages d'exploration dans les pays d'en haut. En 1887 seulement, il va faire... C'est l'année qui précède sa nomination comme sous-ministre. Il va faire des tournées dans les zones de défrichage. C'est pas le même langage. Tantôt, on parlait de voyage d'exploration. Là, on parle de zones de défrichage. En 1887, cette année-là, ils vont en faire 45. Donc, c'est un rôle qui s'est auto-attribué, mais avec l'appui de l'évêque de Montréal, Monseigneur Bourget. C'est certain que le déclic s'était fait, d'après moi, en partie, comme je le disais, ailleurs. Mais quand il est arrivé à Saint-Jérôme, il s'est dit, c'est une paroisse pour moi, c'est un pays pour moi, il faut développer. Ah oui, c'est ça, mais les pays d'en haut, là, c'est quoi au juste dans le Québec d'aujourd'hui, juste pour nous situer géographiquement? D'abord, le terme « pays d'en haut » a été inventé, à ce que je sache, par Claude-Henri Grignon lui-même. Lorsqu'il parlait des pays d'en haut, dans l'émission télévisée, ça partait de Saint-Jérôme, puis ça s'en allait vers le nord, au-delà dans la vallée de l'Outaouais, c'était vaste. Mais dans l'émission comme telle, les pays d'en haut restreints, si on veut, c'était Saint-Jérôme, Sainte-Adèle et Sainte-Agathe. D'accord. Alors, il a eu, on découvre ça grâce au sociologue Gabriel Dussault. En tout cas, moi, je l'ai découvert dans un livre que Gabriel Dussault, qui est décédé, qui était sociologue, qui a consacré un livre très, très intéressant, très fouillé. On découvre qu'il y a eu une correspondance entre lui et un intellectuel français, Rameau de Saint-Père. On voit là une vision. Hein? Le curé Labelle avait une vision. C'était une vision à long terme et c'était une vision nationale pour les Canadiens français. Pourriez-vous nous la présenter un peu? Oui, la vision du curé Labelle, elle reposait sur 2 plans, je dirais. D'abord, sur le plan du peuplement, son objectif était de faire en sorte que les Canadiens français catholiques puissent occuper les terres qui étaient, à ce moment-là, évidemment, inoccupées, de façon à battre de vitesse les anglophones protestants et aussi de les dépasser, de les déborder numériquement. Peupler, c'était son obsession. Il disait, emparons-nous du sol et il faut conquérir nos conquérants. Et donc, il voulait dépasser numériquement les protestants. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, notamment dans le comté d'Argenteuil. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, il est plus d'ordre économique.
Labelle avait une vision du développement économique qui intégrait à la fois l'agriculture, les mines et l'industrialisation. Il ne faut pas oublier les deux derniers pôles économiques qui étaient dans sa pensée. On pense souvent, on va se faire une idée, et je crois que c'est injuste, du curé Labelle comme d'un prêtre qui se foutait un peu du sort de ses colons et qui les envoyait crever sur des terres de roche. C'est vrai qu'il y a eu ce phénomène-là qui s'est manifesté jusqu'à un certain point, mais pour lui, il s'agissait d'une agriculture qui devait être prospère, il s'agissait du développement minier et de l'industrialisation. On vient de parler de ce qu'il a fait à Saint-Jérôme. L'industrialisation était importante. Il s'agissait de fonder des villages et des villes qui empruntaient un de ces trois pôles-là, ou même les trois en même temps. Oui, c'est important. Il faut insister là-dessus. Gabriel Dussault aussi insiste là-dessus. Oui. Vous avez raison, c'est qu'on a cette perspective agriculturiste, oui. Paysanne, et qui a été colportée par un certain nombre de clercs, de prêtres à l'époque du Canada français. Oui. La ville est dangereuse, c'est un lieu de perdition, il faut aller vers la campagne, les mœurs sont plus saines. Mais on a l'impression que le curé Labelle n'était pas tout à fait là-dedans. Le curé Labelle voyait l'intérêt des villes et puis... Effectivement, il y avait une vision beaucoup plus large que ça. Et vous parliez tout à l'heure de vision à long terme, vous avez raison d'évoquer ça, parce que ce que lui souhaitait dans son rêve le plus fou, le plus utopique, c'était une espèce de jonction des deux rivières rouges, de celle du Québec avec celle du Manitoba, avec un trait d'union ferroviaire qui était le train du Nord, qui aurait bifurqué, qui se serait rendu jusqu'au Manitoba. Donc, encercler les Anglais. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et voilà. Donc, ça, c'était la vision. Maintenant, comment s'y est-il pris? Comment s'y est-il pris? Pour convaincre d'abord les autorités, parlons, parce que je pense que c'est le premier grand projet qu'il a lancé. Il arrive en 68. Et là, au tournant des années 70, 1870, je le rappelle à nos téléspectateurs, il a ce projet d'un train. Oui. Alors, comment s'y prend-il? Parce que c'est quand même, c'est très dispendieux, c'est très coûteux. L'État du Québec, qui est à ses tout débuts, est très endetté. Il y a d'autres projets ferroviaires un peu partout. Comment s'y prend-il pour convaincre des investisseurs, à la fois publics, privés, d'investir dans son train? Il y a quelques tactiques un peu crapaudes que vous exposez. Oui. Et racontez-nous. Oui, puis pour situer le contexte, en plus de ça, en 1874, il va y avoir une récession économique qui va commencer, qui va se terminer en 1879. Comment est-ce qu'il s'y est pris? C'est là qu'on voit toute la nature du personnage. Je pense qu'il n'y a pas un homme d'affaires que le curé Labelle n'a pas achalé ou harcelé même pour obtenir des fonds pour faire son chemin de fer. Entre autres, Hugh Allen, qui est un promoteur ferroviaire extrêmement important, qui va détenir pendant un certain temps la propriété du chemin de fer de la colonisation du Nord, le chemin du Nord. Et finalement, c'est en faisant jouer une influence qu'il essaye d'appliquer à ces entreprises et en harcelant surtout les hommes d'affaires, les hommes politiques aussi. C'est extrêmement important, en particulier ceux du Québec, moins à Ottawa, quoi qu'il le fait aussi. C'est de cette façon-là qu'il va parvenir à ses fins pour qu'il y ait un train qui commence au moins à Montréal jusqu'à Saint-Jérôme, ce qui va se réaliser en 1876. Mais le curé Labelle est un homme de caractère. Il était capable de taper du poing. Il était capable de montrer beaucoup de détermination et il était imposant physiquement. Je ne veux pas dire que nécessairement les ministres en avaient peur. Mais un jour, Joseph-Adolphe Chapleau, qui a été premier ministre de 1879 à 1882, qui était député du comté de Terrebonne, un jour, Chapleau s'est fait demander par un de ses collègues, c'était un conservateur, j'ai ce curé-là qui ne me lâche pas une minute pour me demander telle chose ou je ne sais pas trop quoi. Fait que là, Chapleau a répondu avec un petit sourire. Il a dit « Donnez-lui ce qu'il veut parce que sinon, vous n'aurez jamais la paix. » Oui, et puis, ce que vous racontez aussi, c'est qu'il y aura des grands froids à Montréal et il va organiser, il va essayer de démontrer tout le potentiel en bois
Racontez-nous ça, cet épisode. C'est un excellent point que j'allais oublier. Ouais. En 1872, Montréal manque de bois, hein, puis les familles pauvres ne sont pas capables de s'en procurer. Donc, Labelle, qui comprenait vite... Et là, le train n'est toujours pas... Le train n'est pas là. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il fait tout pour qu'il existe. Il va arriver juste dans 4 ans, le train. Oui, on c'est est ça. en 72. Ouais. Donc, il va organiser un convoi dont il va prendre la tête. Là, on est au mois de janvier, vous pouvez imaginer. Un convoi de... Je crois que c'est 60 traîneaux qui vont transporter 80 cordes de bois à Montréal. C'est beaucoup plus symbolique qu'autre chose, parce qu'il n'a pas réglé le problème à lui tout seul, mais il a profité de l'occasion pour aller porter ce bois-là et bien faire comprendre aux gens que si on avait un chemin de fer, le bois serait acheminé beaucoup plus rapidement. Donc, ça y a apporté une publicité tout à fait valable. et 4 ans plus tard, il va récidiver, il va refaire... le même coup. Le même coup, mais avec encore plus de traîneaux cette fois-là. Ah oui, hein? Ouais. Donc, c'était une illustration par l'exemple. Hein? Exactement. Vous voyez, si on avait un train, ben, le bois arriverait beaucoup plus facilement. Exactement. Vous n'auriez plus de problème d'approvisionnement. Alors, fallait y penser, mais ça devait être... je veux dire, physiquement, en plein mois de janvier, comme vous le dites, oui, avec le vent, éreintant pour les colons, pour les gens des Laurentides. Oui, je ne peux pas imaginer ce que ça représente. Ça devait être assez impressionnant comme déploiement d'énergie. Oui. Ensuite, une autre chose qui est frappant, c'est que le curé Labelle a un réseau vraiment impressionnant. Parce que lui, il travaille... C'est des projets, hein? C'est la colonisation, c'est son train, c'est développement de Saint-Jérôme. Et on a l'impression que lui, là, les étiquettes partisanes, il ne s'embarrasse pas de ça. Il a des très bons liens avec les conservateurs et avec... Alors, parlez-nous justement de ces liens d'abord avec Chapleau, un mot peut-être. On en a parlé dans notre entretien avec Claude Corbeau sur Honoré Mercier. Claude Corbeau s'intéressait beaucoup aussi à Adolphe Chapleau. C'était un personnage important, mais il a aussi eu le soutien de John A. Macdonald lui-même, oui. Hein, parce qu'il a fait un premier voyage en Europe. Parlez-nous un peu de ses liens avec les conservateurs, puis après ça, on va parler des libéraux. Oui, bien, en fait, le lien avec les conservateurs, je pense qu'il s'est fait par la pratique des choses, parce qu'ils étaient au pouvoir, tout simplement. Voilà. Et c'est eux qui avaient la possibilité d'appuyer l'œuvre de colonisation de Labelle. Il était effectivement très près de Chapleau. Comme je le disais, Chapleau, en plus d'être premier ministre du Québec, ensuite il était ministre au fédéral, mais il était député du comté de Terrebonne, où se trouvait Saint-Jérôme. Donc, forcément, ça a été une aubaine pour lui. Et Chapleau est un personnage extrêmement important, mais je dirais sous-estimé de l'histoire du Québec. Je suis absolument d'accord avec vous. C'est probablement son rôle plus tard dans l'affaire Riel, dont on pourra peut-être parler, qui va faire en sorte qu'il va être complètement mis de côté par les historiens. C'est un bonhomme extrêmement intelligent, un avocat criminaliste qui perdait jamais de cause, élu à 26 ans député fédéral au premier Parlement du Canada en 1867. Il y a des liens d'affaires. C'est un homme extrêmement brillant et surtout, c'est Robert Remilly qui en parle. C'était le meilleur orateur de son temps. C'est ce qu'on dit, oui. Oui, meilleur orateur même que Laurier et Mercier, qui n'étaient pas des deux de pique. C'est ce qu'on dit aussi, oui. Et donc, Chapleau, c'est Chapleau qui va se rendre à Londres, par exemple, pour négocier un emprunt de 4 millions de dollars pour la réalisation du petit train du Nord. Imaginez. Donc, il était jeune, il était dynamique. C'est un homme qui physiquement paraissait bien. Oui, c'est vrai. Oui. On a des photos de lui, oui. Et qui, d'ailleurs, semble-t-il, en profitait beaucoup dans sa vie personnelle. Donc, Chapleau a joué un rôle extrêmement important avec Labelle. Il était comme les deux doigts de la main. Et à tel point que lorsque, en 1885, peut-être que je m'avance trop, là, non. Lorsque va éclater l'affaire Riel, pour rappeler, c'est le leader métis de l'ouest du pays qui a été pendu par, à l'insistance de John A. Macdonald. À ce moment-là, Chapleau est ministre fédéral, un des 3 ministres du Québec francophones dans le gouvernement de John A. Macdonald. Macdonald avait dit je veux faire pendre Riel, même si tous les chiens du Québec doivent aboyer. Et
Mais les gens étaient complètement furieux au Québec et au Canada français en général. Et on s'en prenait, entre autres, aux 3 ministres québécois francophones, dont Chapleau. Qui devenaient des traîtres presque. Des traîtres, l'utilisation du mot traître, effectivement, vous avez raison de le souligner. Donc, en même temps qu'il a ces liens de grande proximité avec un Chapleau, il développe des liens avec un personnage qui est de plus en plus connu et qui fascine de plus en plus. C'est l'écrivain, journaliste, polémiste à ses heures, Arthur Buis. Oui. Parlez-nous un peu de ce lien particulier du curé Labelle avec Arthur Buis, qui est un personnage qui de plus en plus intéresse. Hein? Arthur Buis était un anticlérical. Oui. Pas anti-religieux, mais anticlérical. Oui. Et c'est lié d'amitié avec Labelle lorsque Chapleau, encore lui, en 1879, l'a nommé publiciste à la Commission des terres publiques du gouvernement du Québec. Et, donc, comme tâche de faire connaître, quoi. Hein? De faire connaître la colonisation. Promouvoir. Promouvoir, c'est ça. Ouais. Et Chapleau lui avait demandé d'écrire un ouvrage sur le Saguenay. Et ça a donné que Labelle, évidemment, qui s'intéressait à ces questions-là, a lu l'ouvrage et a été absolument ébloui par le talent de plume de Buis, qui était un grand écrivain, qui était pamphlétaire aussi, à ses heures. Oui. Il avait, pendant plusieurs années, détenu un journal qui publiait lui-même, qui s'appelait La Lanterne, où il y avait des propos très durs. C'était un pamphlétaire. Oui. Et donc... un esprit libre, en fait. Oui, très libre. Donc, Labelle s'est lié d'amitié avec lui. Il a demandé d'écrire un ouvrage sur l'Outaouais supérieur, la vallée de l'Outaouais, le grand territoire de milliers de milles carrés que Labelle voulait faire développer. Et Buis l'a écrit. Et finalement, Labelle en a fait son adjoint et son secrétaire. Et parlez-nous, juste avant qu'on parle d'une autre fonction importante, de son lien particulier avec Honoré Mercier. Honoré Mercier, chef du Parti libéral depuis 1883, élu premier ministre en 1887. Comment développe-t-il ce lien et comment est-ce que le courant passait bien entre les deux? La toute première scène des Belles histoires de Pays d'en haut, c'est Labelle qui écoute par la fenêtre de son presbytère une assemblée qui se passe sur le perron de l'église où Honoré Mercier parle. Et le courant ne passera pas bien au début. Même, à un moment donné, Mercier va s'en prendre à l'intégrité de Labelle, à qui vous parliez tout à l'heure de tour de passe-passe. Il va reprocher à Labelle de jouer à la politique, finalement, dans le développement de la colonisation. Ça va rendre Labelle complètement furieux. Et donc, c'est assez froid entre le moment où Mercier prend le pouvoir en 1887, mais même avant, les atomes crochus de Labelle étaient véritablement avec les conservateurs. Oui, mais c'est parce que les conservateurs étaient au pouvoir depuis toujours. Alors, c'était le parti avec qui on travaillait, on fonctionnait. Là, c'est comme si peut-être même ça défaisait ses plans. Il avait ses entrées. Et tout à fait. Arrivent des nouveaux. Tout comme en 1873, lorsque le gouvernement MacDonald a été renversé à cause du scandale du chemin de fer du Pacifique. Oui, c'est ça. Ça retarde son petit projet. Ça retarde son projet à lui, son train. Il veut le voir partir de Montréal. Donc, avec Mercier, ça s'est fait de cette façon-là. Ça a été une surprise pour Labelle d'être nommé sous-ministre de l'Agriculture et de la colonisation dans un contexte pareil par Honoré Mercier, qui à ce moment-là n'est pas chef du Parti libéral, je le rappelle, par contre, qui est chef du Parti national. Exact, avec quelques conservateurs. Il y a quelques conservateurs, exactement, qui se sont greffés à ce gouvernement-là. Donc, ça pouvait commencer à développer une certaine forme de rapprochement, peut-être. Mercier va offrir ça à Labelle. Labelle demande la permission de l'évêque, Monseigneur Fabre, qui dit oui, aucun problème, c'est bien beau, vous pouvez être sous-ministre. Par la suite, Fabre va dire que c'était juste pour un mois, mais il n'y a absolument aucun écrit qui spécifie ça. Et Labelle, donc, devient sous-ministre de la colonisation sous Mercier, qui est ministre d'abord de la colonisation. Donc, c'est ça, il est premier ministre et ministre de la colonisation. En plus, au début. Il veut montrer au public que c'est un dossier qui lui tient à cœur. Oui, exactement. Et les deux vont très bien s'entendre sur leur vision de la colonisation, sur leur vision du nationalisme canadien-français. Je ne sais pas s'ils sont exprimés dans ces termes-là pour l'exprimer, justement. Mais c'est de cette façon-là que le rapprochement s'est fait. C'est fait très vite. Et quel serait le bilan porté à son actif en tant que sous-ministre à la colonisation? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Qu'est-ce qu'il a fait? En quoi il s'est distingué? Trois lois principales. La première, c'est une loi sur l'administration des terres publiques.
Ça, c'est pour mettre fin au monopole des grandes compagnies forestières qui, surtout dans les Hautes-Laurentides, s'accaparent les meilleures terres qui pourraient être données à des colons qui pourraient cultiver. Ça, c'était la première loi. C'était un succès mitigé. Ensuite, une loi qui crée l'Ordre du mérite agricole. Troisièmement, une autre loi qui donne à chaque père d'une famille de 12 enfants vivants... 12 enfants vivants. 12 enfants vivants, pas 11, 12, une terre gratuite. Ça, c'est... Encore là, Claude-Henri Grignon a mis ça en évidence constamment dans son téléroman. Basile Fourchu a reçu du gouvernement... Basile Fourchu est un personnage des Belles Histoires, a reçu une terre en bois de bout, comme il dit, là, du gouvernement, mais il l'a reçu gratuitement parce que même, il y avait 13 enfants vivants. Imaginez. Fait qu'il y en avait plus qu'il fallait. Ouais. Donc, ça mettait un peu de pression sur les femmes quand même, hein? Oui, pas mal. À 12, 13. Rendu à 10, on pouvait dire, oh là là, il m'en reste 2. Oui. D'autres mesures également, l'amélioration des techniques agricoles, l'avancement des zones cultivables et finalement l'immigration. Qui va mener la Belle dans le cadre de 2 voyages en Europe auxquels vous avez fait allusion tout à l'heure. Pour justement attirer. Il y avait aussi eu un fonctionnaire avant, Siméon Le Sage, hein, je pense qu'il y avait aussi cette fonction. Enfin, les gouvernements de l'époque essayaient d'attirer des Français. C'était pas toujours... Et des Belges aussi. Et des Belges, oui, vous avez raison. Et là, donc, il a ces fonctions importantes. J'imagine que là, ça en fait un personnage extrêmement important au Québec à ce moment-là aussi. Et là, il va se brouiller avec l'archevêque de Montréal, Monseigneur Fabre. Quel est le problème? C'est quoi le contentieux? On a l'impression que ça l'a vraiment miné. Oui, c'est vrai, mais c'est un peu la faute de la Belle. Expliquez-vous. Oui, parce que la Belle voulait un évêché pour Saint-Jérôme. Et Fabre, lui, qui était archevêque de Montréal, puis évêque, mais archevêque à ce moment-là, Saint-Jérôme, ça faisait partie, tous les pays d'en haut faisaient partie du diocèse de Montréal. Ben oui. Donc, de son côté, la Belle, lui, va passer par-dessus son évêque et va faire des représentations politiques auprès de Mercier, qui va appuyer la Belle. Donc, Monseigneur Fabre n'est pas très content, mais la Belle va aller encore plus loin. Il va aller jusqu'à Rome. Il va rencontrer 2 fois le pape Léon XIII pour faire valoir son point de vue. Et Fabre, à ce moment-là, est furieux, avec un peu de raison pareille, de se faire... d'avoir des pressions politiques d'une part, puis de savoir que le curé est allé jusqu'à harceler le pape, en plus des hommes d'affaires. Donc, c'est... il a été pris à son propre piège, peut-être. Oui, il s'est fait prendre. Je pense qu'il a manqué de jugement dans ce contexte-là. Mais son rêve aurait été probablement d'être nommé évêque de Saint-Jérôme. Et c'est seulement en 1951 que Saint-Jérôme va avoir un évêché. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus tard. Maintenant, comment meurt-il? Il meurt prématurément. Est-ce qu'on peut lier ça à son état de santé? C'est un homme qui était très corpulent, près de 300 livres. Oui. Comment meurt-il? Qu'est-ce qu'on sait de son décès? Il meurt d'une hernie étranglée qui le tenaillait déjà depuis quelques mois. En 1890, l'année avant qu'il meure, de janvier à septembre, il est en Europe. Il fait de la promotion de la colonisation au Québec. Donc, c'est énorme comme voyage. Pour l'époque, hein? On n'est pas à 6 heures d'avion. Pour l'époque, non, exactement. Ça prend quasiment une semaine pour traverser par bateau. Donc, il y a une hernie qui commence à le tenailler. Il ne se fait pas soigner jusqu'au moment où elle devient étranglée. Et ça peut être mortel. Et dans son cas, ça l'a été. Il meurt le 4 janvier 1891. Et c'est assez triste parce que quelques jours avant, il reçoit du Vatican une réponse à sa demande d'évêché. Et c'est non, il ne l'aura pas. Il passe le temps des fêtes de 1890 tout seul dans sa chambre à Québec. Le 25 décembre, il envoie une lettre de démission à Mercier qui refuse sa démission. Mais il est absolument au bout de ses forces et finalement, il meurt le 4 janvier 1991 à l'Hôtel-Dieu de Québec. Donc, c'est assez foudroyant. C'est assez foudroyant, oui, et triste. Alors, moi, une chose qui m'a un peu surpris, c'est qu'on va lui ériger un monument, mais seulement en 1924. Parce que, je veux dire, c'est un personnage qui en a amené tellement large à Saint-Jérôme. On lui doit le petit train du Nord.
Le développement de Saint-Jérôme, c'était en partie son œuvre. Il a fait connaître, il a mis, on dirait aujourd'hui, il a mis Saint-Jérôme sur la carte. Hein? Alors pourquoi on attend 1924, c'est quand même long, avant d'ériger ce monument? C'est quoi votre explication? C'est une excellente question. Ça montre justement que Labelle ne faisait pas l'unanimité. Ses colons l'aimaient beaucoup, et ainsi de suite. C'était une figure populaire. Mais il y a sûrement des influences qui se sont fait jouer. Il y a beaucoup de politique dans ces histoires d'érection, de monuments-là. Oui, ça c'est sûr. Et c'est parfois, on pourrait penser, bien, automatiquement, il devrait en faire un, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Je peux prendre un exemple qui est éloigné un peu, mais lorsque, par exemple, il s'agit de faire de monuments pour le souvenir des soldats canadiens qui sont allés se battre en Europe dans les 2 guerres mondiales, souvent, c'était compliqué dans certaines municipalités d'avoir un monument comme tel. À chaque fois, c'est la politique qui se manifeste. Oui, et c'est ce qui cause ce genre de retard-là. Mais finalement, il a eu une œuvre d'Alfred Laliberté qui est au centre du parc à Saint-Jérôme, où se trouvait autrefois son presbytère. Oui. Oui. Alfred Laliberté, c'est à lui aussi qu'on doit plein d'autres monuments importants au Québec, dont celui de Dollard des Ormeaux, Parc La Fontaine. Donc, pour avoir une idée du talent de cet artiste. Donc, on peut encore saluer le curé Labelle aujourd'hui. Le monument est toujours là. Tout à fait. Et d'ailleurs, il pointe du doigt le nord. Exact. Le nord laurentien. Ouais. C'est la vie de Labelle, c'est d'avoir montré une direction. Mais vous voyez, c'est ça. C'est que là, on va enchaîner sur justement l'icône populaire. C'est que finalement, on a l'impression, quand on voit la chronologie, que justement, il ne devient pas une icône nécessairement de son vivant, mais c'est grâce à Claude-Henri Grignon qui va devenir ce personnage mythique dont on parle encore aujourd'hui. Et donc, parlons justement de la rencontre de Grignon, de la famille Grignon avec le curé Labelle. D'où ça remonte? Racontez-nous un peu. Comme je le disais tout à l'heure, il fréquentait l'auberge du grand-père de Claude-Henri Grignon. Et Claude-Henri Grignon dit même à un moment donné qu'il se souvient de s'être fait raconter les scènes, les visites du curé Labelle à l'auberge, qui parlait fort, puis ainsi de suite. Et Grignon, lorsqu'il est venu le temps de faire les belles histoires, a intégré le personnage du curé Labelle, et c'était une très bonne idée parce que ça faisait un contrepoids, sans jeu de mots, avec Séraphin, qui, lui, était particulièrement cruel. Labelle, lui, aimait les colons, et ainsi de suite. Et je pense que ça s'intégrait très bien à la trame dramatique que Grignon a créée à ce moment-là. Et le curé Labelle était un personnage qui était aimé du public, forcément, puisqu'il s'opposait à Séraphin, qu'à peu près tout le monde détestait. Et je pense que le curé Labelle était le grand idole de Claude-Henri Grignon. Là, Grignon avait d'autres idoles, des écrivains français catholiques d'extrême droite. Là. Léon Blois, par exemple. Léon Blois, Barbé d'Aurevilly, Bernanos, d'autres comme ça. Mais je pense que Grignon vouait au curé Labelle un énorme respect, et c'est pour ça qu'il l'a si bien traité dans la télésérie. Un point que je tiens à souligner, par exemple, Paul Desmarteaux, qui jouait le curé Labelle, Paul Desmarteaux était le comédien qui jouait le curé Labelle dans Les Belles Histoires, était un comédien qui était insécure, qui était incertain, qui n'était pas sûr de lui plutôt. Et il était très, très craintif d'apprendre un texte, surtout qu'au début des Belles Histoires, c'était en direct à la télévision. Oui. Donc, il n'y a pas de deuxième prise, vous m'imaginez. Et lui, c'était pas quelqu'un qui avait nécessairement fait beaucoup de rôles de comédien. Il avait fait plutôt de l'ad-lib dans des cabarets. Il avait joué le faire-valoir. Du boulevard, comme on dit. Oui, du boulevard. C'est ça. Il avait il avait été le faire-valoir d'Olivier Guimond. Oui. Donc, pour lui, apprendre un texte où on ne pouvait pas déroger, c'était une panique épouvantable chez lui. Les comédiens des Belles Histoires m'ont parlé des craintes de Paul Desmarteaux. Et ce qui est phénoménal, c'est que quand il arrivait devant une caméra, il était remarquable. Il faisait sortir l'essence du personnage. Il était sûr de lui, puis il arrivait avec ses gros sabots, puis... Mais c'était un défi constant pour lui de jouer ce rôle-là. Il y en a eu d'autant plus de mérite.
Oui, mais justement, revenons à la genèse, peut-être un peu de la série. Donc, il publie, juste nous raconter un peu la séquence. Donc, il publie son roman. Dans son roman, le curé Labelle intervient, existe. Non. Il n'existe pas. Hein? Non. Donc, uniquement, c'est centré sur Séraphin, Donalda et Alexis. Exactement. Et donc là, c'est plus tard qu'il va... Alors, comment ça se passe par rapport à la mutation du roman à la série radiophonique, rapidement? Oui, le roman en 1933, il va remporter le prix David, d'ailleurs, qui était la plus grande distinction littéraire. En 1939 jusqu'en 1963, à Radio-Canada, on va jouer un radio-roman. Oui. Il va y avoir entre-temps des paysanneries, des pièces de théâtre avec les personnages des Belles Histoires. Et en 1956, c'est le début des Belles Histoires. Il y a eu 2 films également que je ne dois pas oublier, en 49 et 50. 2 films dont Grignon a été le scénariste. Et donc, le film qu'on a vu de Binamé, oui. C'était le 3e, ou il y en avait eu d'autres avant? Oui, sauf que les 2 autres, c'était Claude-Henri Grignon qui les avait travaillés. Exactement. Oui. Et donc, parlez-nous un peu de Claude-Henri Grignon. Quelle vision voulait-il... Comment expliquer d'abord ce succès populaire, cette longévité? Pourquoi ça a tant marqué les esprits, d'après vous? Et surtout, quel message, d'après vous, vous qui avez étudié un peu l'œuvre de Grignon, quel message voulait-il passer à travers tout ça? Quelle était son intention? Parce que c'était aussi un intellectuel engagé, Claude-Henri Grignon. Il avait publié des pamphlets durant les années 30. Il avait des visions très arrêtées sur la société. Oui, c'est certain que Claude-Henri Grignon voulait passer un message à travers ses paysanneries télévisées. C'était que les valeurs traditionnelles sont les plus importantes. Et je pense que c'était un peu un cri du cœur par rapport à ce qui se passait à ce moment-là dans la société québécoise. On était des années 60, on est en pleine révolution tranquille. Je pense que oui, Grignon se servait de son téléroman pour passer des messages. Les valeurs traditionnelles sont les bonnes. Combien de fois il dit que la ville est pernicieuse, l'air est irrespirable et qu'au contraire, c'est mieux d'être libre sur une terre quitte à souffrir puis à être pauvre que de vivre dans la fumée des villes. Il y avait certainement un message, tout comme il y en avait un... Il était aussi pamphlétaire, Grignon, c'est encore plus clair dans ses pamphlets. Mais subtilement, dans son téléroman, oui, il passait des messages, certainement. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, si on compare le Grignon tel qu'il présente la société rurale versus peut-être le curé Labelle historique, qui, lui, ne rejetait pas nécessairement la ville, il y a peut-être même un fossé entre le curé Labelle, son travail, son œuvre, et le Claude-Henri Grignon, qui était plus traditionnaliste. Oui, c'est un excellent point que vous soulevez là. Par contre... Sauf que l'image que le public a retenue, c'est justement cet éloge de la vie. C'est exactement ça. C'est exactement là. Peut-être que Grignon a tourné les coins un peu carrés sur cet aspect-là de son œuvre. Et... mais par rapport à la réception du public, comment vous expliqueriez ce succès? Pourquoi le public a embarqué à ce point-là, d'après vous? Je pense que les gens aiment toujours se tremper ou se retremper dans la vie des ancêtres. Les Belles Histoires étaient une magnifique illustration de ce qu'était la vie à cette époque-là. Les personnes âgées aimaient ça. Les jeunes aimaient ça parce qu'ils découvraient un peu comment est-ce qu'était la vie du temps. Les gens se retrouvaient, ça faisait authentique, les personnages étaient riches, ils étaient pittoresques. Prenez Théodore Bouchonneau ou le Père Ovide. C'était des personnages que les gens, souvent, se souvenaient d'avoir rencontrés, ni plus ni moins, dans leur vie à une certaine époque. Donc, ça faisait authentique. C'est l'authenticité des Belles Histoires qui explique en bonne partie leur succès, je pense. On peut même penser que certains de ces acteurs ont été un peu prisonniers de leur rôle, notamment Jean-Pierre Masson, qui a joué le rôle de Séraphin Poudrier pendant tant d'années. Oui, c'est tout à fait juste, parce qu'après ça, il n'y a plus jamais eu de rôle. Il y a eu des rôles, oui. Parce que moi, comme enfant, je l'ai découvert dans Symphorien. Pour moi, Jean-Pierre Masson, c'était pas Symphorien, mais c'était, je pense qu'il était un des
Oui. Il était le Jules courtisan. Jules Oui, Crépeau. exactement. Il était le courtisan de Mme Bellemare, je pense. Oui, Et puis, oui. moi, je ne savais même pas qu'il avait été... vous voyez? Donc, c'est drôle. Quand j'ai lu que lui, il avait été très marqué par ça, Oui. moi, j'avais découvert un acteur très différent. Oui, c'était une fin de carrière et de vie assez triste. Ouais. Parce que par la suite, il y a eu certains rôles, mais c'était toujours des rôles très secondaires. Il n'y a plus jamais eu de rôle principal à la télévision, malheureusement pour lui. Alors, maintenant, le curé Labelle, aujourd'hui, pour conclure en 2 minutes, le curé Labelle, aujourd'hui, est-ce que c'est une figure, on pourrait dire, qui appartient vraiment à l'histoire puis qu'il n'y a plus rien à nous apprendre, ou il y a encore quelque chose qui peut... il y a encore une portée. Le curé Labelle peut nous inspirer des choses aujourd'hui, en 2020, au moment d'enregistrer cet entretien? Bonne question. Je pense que c'est un homme d'entreprise. Et c'est quelqu'un qui a pris les moyens pour réaliser son entreprise. Il n'a pas juste rêvé dans son presbytère à Saint-Jérôme. Il a pris les moyens, puis il s'est vraiment voué à la tâche pour faire en sorte que son rêve, qu'on peut considérer utopique, se réalise. Donc, je pense que c'est un exemple de détermination, mais aussi de courage, parce que c'est un prêtre qui aurait très bien pu rester dans son presbytère de Saint-Jérôme à fumer sa pipe, puis à admonester les fidèles. C'est pas ça qu'il a décidé de faire. Il a voulu apporter une contribution à son peuple, et je pense que même si son rêve s'est révélé utopique, c'est quand même quelque chose d'avoir montré une direction. Et il ne faut pas oublier que la fondation, par exemple, qui a établi dans les Laurentides sont devenus le cœur touristique du Québec. Curé Labelle et son œuvre ne sont peut-être pas étrangers à cette réalité-là. Bien, Monsieur Bertrand, merci beaucoup pour cet entretien. En général, c'est suivi d'une salve d'applaudissements de la foule, mais là, COVID oblige. C'est moi qui vais vous applaudir symboliquement. Merci. En rappelant aussi aux gens, au public qui nous suivent à la maison, donc aux gens qui nous écoutent de leur salon, que M. Luc Bertrand a publié Antoine Labelle, Le Roi du Nord, aux éditions Lidec. Vous pouvez les commander très rapidement. Ça arrive très rapidement, ça se passe très bien. Il a aussi publié une brochure sur Claude-Henri Grignon. Claude-Henri Grignon, Le Lion du Nord. Vous avez aussi publié un ouvrage chez Septentrion sur les origines, sur l'histoire et les origines du beau téléroman Les belles histoires des pays d'en haut. Donc, beaucoup de lectures. Merci beaucoup et à bientôt.